révolution nouvelle. Il est normal que le premier tour soit ouvert. Il est sain que la population ait le choix. Le suppléant du maire de Nice n'est pas plus légitime qu'un autre. Pas moins, pas plus. Les Français viennent de choisir François Hollande pour président de la République le 10 et 17 juin. Le 10 et 17 juin, nous élirons les députés de l'Assemblée nationale. C'est l'opportunité de donner au président de la République un signal clair sur les orientations que nous voulons pour la France. C'est dans cet esprit que je présente ma candidature, pour vous représenter avec un programme de rassemblement, pour retrouver les chemins de la croissance et de l'emploi dans un développement harmonieux de nos territoires. Pragmatique, avec une logique d'action qui dépasse les clivages politiques. Je suis une élue expérimentée depuis 18 ans au service d'un territoire et pas au service d'un clan. Je suis une femme de conviction, une femme de terrain, une femme de dialogue. Je vous propose pour cette élection un certain nombre de priorités sur lesquelles j'aimerais pouvoir mener une action parlementaire. Évidemment, elles ne sont pas exhaustives. Évidemment, un parlementaire travaille sur tous les sujets. Mais il y a des priorités sur lesquelles je voudrais m'engager avec vous, m'engager devant vous. Je voudrais m'engager pour rapprocher les élus des citoyens, notamment à travers le suffrage universel direct pour les intercommunalités. Il n'est pas normal que dans un pays républicain, des intercommunalités aussi importantes se voient transférer quasiment toutes les compétences importantes de nos communes et que leurs représentants ne soient pas élus par vous au suffrage universel direct. Il n'est pas normal que les minorités ne soient pas représentées dans ces intercommunalités. Lorsque nous avons 25 communes d'une même couleur politique pratiquement dans un territoire, eh bien nous n'avons que des élus d'une seule couleur politique sur ce territoire qui siègent à l'intercommunalité et qui pilotent toutes les compétences importantes. Je veux parler de l'assainissement, je veux parler de l'eau, je veux parler de l'environnement, je veux parler des services, je veux parler de l'urbanisme. Il n'est pas républicain, il n'est pas démocratique que les élus de l'intercommunalité continuent d'être élus par leurs pairs au sein des conseils municipaux. Ils doivent être élus au suffrage universel direct pour être responsables directement devant les citoyens des actions qui sont menées par l'intercommunalité. En œuvre l'obligation de concertation sur les grands projets. Depuis 1976, les directives européennes et les textes internationaux imposent que les citoyens soient associés, avertis, partagent l'élaboration des grands projets lorsque ces grands projets touchent à leur quotidien et à l'environnement. Ces textes ne sont jamais appliqués. Et encore aujourd'hui, et encore ces dernières années, et encore cette année, et encore dans cette ville ou ailleurs, nous avons eu des exemples. Il n'est pas normal de ne pas associer la population aux projets auxquels elle doit être associée. Il y a des textes, il faut que ces textes soient mis en œuvre. Nous avons en France beaucoup de textes. Le problème est de leur application. Je pense que les tribunaux administratifs vont régulièrement sanctionner, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, les projets qui sortiront sans concertation effective, parce que quand on vous informe, en vous présentant au mur, un petit morceau de projet de loin, ça s'appelle de l'information, ça ne s'appelle en aucun cas de la concertation, et la concertation est un droit, consacré à la fois par le droit international, par le droit européen et par le droit interne. Il est temps que dans ce pays, on commence à respecter ce droit fondamental des citoyens. Je veux aussi travailler sur une question qui intéresse tous les Français, je crois sur laquelle d'ailleurs tout le monde est d'accord, pratiquement tout le monde, peut-être pas les élus. Cette question, c'est celle du cumul des mandats. Il me semble que le cumul des mandats n'est pas impossible. Mais là aussi, il faut être raisonnable. Et je crois qu'on peut difficilement cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat exécutif local important. Lorsqu'on est président d'une intercommunalité, lorsqu'on est président d'un conseil général, lorsqu'on est dans des fonctions ou dans une ville très importante, il me semble que c'est compliqué, honnêtement, d'être partout à la fois et de bien faire tout ça. Et je crois que quand même, un mandat national et un exécutif local important, ça me semble incompatible. Et je souhaite travailler avec mes collègues et réfléchir à cette question pour trouver la bonne mesure qui peut être
qui doit pouvoir être trouvé sur cette histoire de cumul des mandats. Je voudrais aussi que l'on prenne en compte, et ça c'est vraiment un thème qui m'est extrêmement cher, parce que je fais de l'urbanisme, parce que je fais du droit administratif, parce que je suis élue depuis 18 ans, je considère que l'on ne prend jamais en compte les territoires, on ne prend en compte que la population. On fait des découpages administratifs, et cette circonscription en est l'exemple même, on fait des découpages administratifs en fonction du nombre d'habitants. Alors depuis Paris, évidemment, c'est 100 000 habitants, hein, la circonscription 2e, comme la circonscription 6e. Sauf que vous regarderez sur les petits dépliants qu'on vous donnera tout à l'heure, et vous verrez, vous constaterez par vous-même, que la taille des territoires, elle est fondamentalement différente. On ne peut pas considérer qu'un territoire qui est extrêmement vaste peut avoir un seul député, ou peut avoir un seul collège ou un seul lycée, ou peut avoir 2 médecins pour X milliers d'habitants. Ça n'est pas compatible. Il faut absolument se pencher sur sous le double angle population et territoire pour nos découpages administratifs et nos intercommunalités. Enfin, je voudrais également travailler sur des territoires à vivre. Des territoires à vivre, c'est-à-dire des territoires dans lesquels on prend en compte l'activité humaine. Dans les politiques environnementales, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne prend plus en compte l'activité humaine. Il faut remettre l'homme au cœur des politiques publiques, il faut remettre l'homme au cœur des politiques sociales, remettre l'homme au cœur des politiques environnementales aussi, principalement. On a parlé de la chasse, on a parlé des traditions, on a parlé du commerce, on a parlé du pastoralisme. Tout ça doit être pris en compte lorsque l'on prend des décisions, des lois, des règlements, des décrets d'application. Il faut aussi réviser les normes excessives. Ces normes, souvent européennes, transcrites en droit interne, excessives, réellement excessives. Il y a des architectes dans la salle, j'ai aperçu Alain Berg notamment. Ces normes nous empêchent de réaliser des équipements publics dont nous avons besoin, nous empêchent de réaliser des maisons de retraite, nous empêchent de réaliser des crèches, nous empêche de réaliser des écoles maternelles parce que le prix devient tellement énorme que la collectivité n'a plus les moyens de construire et d'entretenir ces bâtiments. Il est donc essentiel de garder un peu plus raison, et notamment, je pense aux maisons de retraite. On ne peut pas continuer à avoir une population avec le vieillissement que l'on sait et que l'on attend, et avoir des maisons de retraite qui sont à 3 000 € par mois. Pourquoi? Parce que les normes des maisons de retraite ne sont absolument pas adaptées à la réalité des besoins d'aujourd'hui. Elles sont, sans doute, adaptées à la réalité des besoins d'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ne vont plus en maison de retraite, et je siège, vous le savez, à l'Agence régionale de santé, donc c'est un sujet que l'on a regardé de près, ne vont plus en maison de retraite que les gens qui n'ont pas le choix de faire autrement, parce qu'ils sont extrêmement âgés ou extrêmement dépendants et extrêmement seuls. Ces gens-là ne peuvent pas profiter des centaines de mètres carrés de salons obligatoires, soi-disant pour les familles, de centaines de salles de bain obligatoires, etc. Je crois qu'il faut être vraiment raisonnable. Quand une personne ne peut pas se laver seule, ne peut pas subvenir seule à ses besoins, bien sûr qu'elle a le droit de prendre un bain, bien sûr qu'elle a le droit d'aller au salon, mais est-ce qu'il est vraiment raisonnable de prétendre avoir X centaines de mètres carrés pour un établissement de retraite, alors que l'on sait parfaitement que la plupart des résidents ne sortiront pas de la chambre? Voilà, je donne l'exemple des maisons de retraite, mais je pourrais vous en donner 100 sur les équipements publics. Il y a là un véritable problème qui est un frein, réellement un frein, à la réalisation d'équipements publics d'intérêt général, et notamment dans des secteurs où ils profitent à un peu moins de population, comme le moyen et comme le haut pays. Il faut réviser les normes qui encadrent ces établissements. Je voudrais aussi travailler sur l'exigence d'un minimum de services publics dans les territoires. On parlait tout à l'heure des distances. Eh bien, je crois qu'effectivement, quand il y a des distances importantes, il faudra qu'il y ait sur les territoires un minimum de services publics qui peuvent d'ailleurs tout à fait être itinérants. Il faut travailler sur le développement du très haut débit et du télétravail. Je sais que c'est un thème qui est cher à Pierre Lafitte et qu'il a un peu l'impression de l'avoir rabâché des années, mais néanmoins, il est arrivé puisqu'il y a quand même eu quelques cents de télétravail. Et en tout cas, je pense que vraiment, Pierre, tu avais raison, parce qu'aujourd'hui, si on avait dans nos communes, du moyen et du haut pays,
quelques centres de télétravail. Il y a un certain nombre d'entre nous qui, au lieu d'aller travailler tous les jours à Nice ou à Sofia, pourraient travailler ponctuellement, 1 jour, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, sur leur commune, ou en tout cas sur la commune voisine, en se déplaçant dans un centre de télétravail. C'est indispensable. Et pour pouvoir travailler dans le haut pays, sans se déplacer, pour pouvoir tout simplement vivre normalement dans le haut pays, il faut qu'il y ait le très haut débit. Or, aujourd'hui, les opérateurs qui installent le très haut débit ne l'installent que là où, évidemment, il va être le plus rentable. Donc je crois que c'est à la puissance publique de s'exprimer clairement, d'avoir des orientations politiques claires, en disant qu'il y a priorité dans les territoires ruraux, où il y a un véritable problème d'emploi, où il y a un véritable problème économique, il y a priorité dans les territoires ruraux d'installer le très haut débit. De la même façon, je pense qu'il y a priorité à installer des salles de visioconférence, notamment des petites salles, hein. Il n'y a pas besoin de faire une salle comme la magnifique salle d'IBM que nous connaissons, mais une petite salle de télétravail pour permettre de visioconférence dans nos équipements publics, par exemple dans les mairies, par exemple au Conseil général, par exemple au Conseil régional, de manière à ce que les élus cessent de se déplacer, de faire 6 heures de voiture à Marseille pour aller siéger 1 heure à l'agence régionale de santé ou à l'établissement public foncier régional, alors qu'on pourrait exactement avoir la même réunion avec une visioconférence et un téléphone. Je crois qu'il faut quand même aussi qu'on se penche sur ces questions-là. Il ne suffit pas de parler de développement durable, il faut essayer de le mettre en place. Alors pour ancrer les entreprises dans le territoire et relancer l'emploi, je veux que l'on réfléchisse au Code des marchés publics. Ce Code des marchés publics ne nous autorise pas aujourd'hui à donner une priorité aux entreprises locales ou aux groupements d'entreprises locales. Et nous avons des entreprises locales importantes, des entreprises locales qui ont 5, 10, 15, 20, 50 salariés, qui ne peuvent plus répondre au marché public et qui ne répondent plus au marché public parce qu'elles sont systématiquement retoquées au motif qu'elles ne sont pas assez solides, qu'elles n'ont pas les reins assez solides. Alors, c'est un des effets pervers de l'intercommunalité. Je vais le dire très simplement. L'intercommunalité, on l'a vu tout à l'heure, gère à la fois l'urbanisme, très souvent l'assainissement, l'eau, les routes. Ce sont les gros chantiers des entreprises du bâtiment, des entreprises de travaux publics de notre région. Eh bien, ces entreprises de notre région, lorsqu'elles répondaient à la commune de Carrosse, à un appel d'offres de la commune de Carrosse ou de la commune de Vence pour un morceau de voirie, ou pour un morceau de tuyau de réseau d'assainissement, ou bien lorsqu'elles répondaient à un dossier d'urbanisme, aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent plus répondre parce que le marché, il est à la fois très souvent pluriannuel, mais il porte sur 25, 30, 60 communes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les marchés publics? Eh bien, on voit des entreprises qui sont rejetées systématiquement au profit d'entreprises nationales et de grands groupes nationaux. Je le dis simplement et rapidement, mais retenez ce que je vous dis, vous l'entendrez certainement dans les mois qui viennent, ailleurs que dans cette salle, parce que nous avons des entreprises qui sont réellement en grande difficulté économique. Et ce n'est pas la conjoncture, c'est la situation de l'intercommunalité. Parce que le Code des marchés publics ne nous autorise pas à donner la priorité à des groupements d'entreprises locales. Là encore, il s'agit de développement durable, il s'agit de réduire les transports, il s'agit de ne pas faire venir le ciment d'Italie ou les entreprises de je ne sais quel autre pays dans la mesure où on peut faire travailler les gens sur place. Évidemment qu'il ne s'agit pas de se fermer à l'Europe, et vous savez parfaitement que ce n'est pas mon propos, mais quand même, je crois qu'il faut avoir une réflexion si on veut que nos entreprises continuent à pouvoir vivre et travailler. Dans ce département, il n'y a pas que le tourisme, il y a un très grand nombre d'entreprises artisanales. Et dans ces entreprises artisanales, pour ces entreprises artisanales aussi, je voudrais que dans les PLU de nos communes, il y ait un véritable volet économique. Aujourd'hui, c'est une obligation, mais personne ne le fait. Là aussi, je pense que les tribunaux administratifs finiront par retoquer les PLU dans lesquels il n'y a pas de volet économique. Mais ce volet économique, il est essentiel. Vous ne pouvez pas faire une politique d'urbanisme sans avoir à la fois une politique de logement et une politique d'emploi. Ou alors, on reste des villes dortoirs et on devient des villes dortoirs. Or, nos territoires doivent être des territoires à vivre, et pour y travailler, il faut que nous ayons des zones d'activité logistique pour que nos artisans puissent travailler, puissent trouver du matériel, puissent déposer leur matériel. Il faut que nous ayons des entreprises qui puissent s'implanter et qu'il soit prévu sur ces territoires que ces entreprises puissent s'implanter. C'est dans le droit de l'urbanisme que ça se joue et il faut réellement travailler sur cette question.
Je voudrais aussi que l'on travaille sur le développement réel des filières. On parle beaucoup des filières, on nous parle de la filière bois, on nous parle de la filière horticole. Ça n'est pas une réalité à l'heure actuelle. Il y a un début, il y a une ébauche, mais ça n'est pas une réalité. Parce qu'il y aura une filière quand il y aura un centre de formation, quand il y aura un lycée, quand il y aura un BTS, quand il y aura l'université qui travaillera sur cette question, quand il y aura de l'apprentissage, quand il y aura non seulement des coupes de bois dans le haut pays, mais des gens qui apprendront à couper le bois, des gens qui apprendront à faire des maisons en bois, des architectes spécialisés dans ce domaine, des entreprises du bâtiment qui apprendront à monter ces maisons en bois, des entreprises qui installeront des chaudières bois, des entreprises, des apprentis qui apprendront à réparer les chaudières bois. Là, il y aura une filière, et je crois qu'il est de notre responsabilité, si l'on veut parler de développer l'apprentissage, de travailler également sur la question de ces filières qui, finalement, donnent du travail à tout le monde d'un bout à l'autre de la chaîne, pas seulement au bac plus 4 ou 5, comme on l'a vu à Sofia. Et c'est le vrai problème de notre département. Nous n'avons pas d'emploi pour des bac plus 2. Nous n'avons des emplois que dans les hautes technologies, que pour des bac plus 5. Et dans le tourisme. Et tout le monde ne peut pas travailler dans le tourisme, tout le monde ne peut pas travailler à Sophia Antipolis. Il est donc essentiel de travailler aussi sur cette question. Enfin, un plan national d'aide à la rénovation thermique de l'habitat. Parce que construire des bâtiments neufs BBC en très haute qualité environnementale, c'est important. On le fait, c'est une obligation quasiment. Par contre, l'essentiel de la politique énergétique dans ce département, avant même de réfléchir aux questions du nucléaire ou pas du nucléaire, la première des questions à se poser, c'est celle de dire comment on fait pour dépenser moins d'énergie. Or, nous avons une déperdition d'énergie absolument extraordinaire avec le bâti existant. Il faut qu'il y ait en France une politique avec un grand plan national de rénovation thermique du bâti avec des incitations fiscales. Cela donnera, non seulement permettra des économies d'énergie, mais ça permettra des économies au foyer, des économies, enfin des dépenses en moins au niveau énergétique, et puis surtout, ça créera également de l'emploi dans le bâtiment, mais aussi dans un certain nombre d'autres métiers scientifiques. Il faut avoir également une politique d'incitation fiscale à l'embauche des personnes non qualifiées, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient moins jeunes. Je crois qu'une entreprise à qui l'on donnerait une incitation fiscale se permettrait peut-être, parce qu'elle le paierait un petit peu moins cher in fine, de pouvoir former quelqu'un qui n'est pas tout de suite opérationnel. On vit dans une société dans laquelle une heure est une heure. Et si vous n'êtes pas efficace et efficient en une heure, comme un autre salarié, eh bien vous n'êtes pas gardé. Et ça, je crois que c'est pas concevable. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont appris des métiers un peu sur le tas et qui finalement sont devenus extrêmement performants. Et pour ça, il faut que le chef d'entreprise ait du temps à vous consacrer. Et pour qu'il ait du temps à vous consacrer, il faut que cette heure qu'il va vous payer ne lui coûte pas le prix d'une heure pour un salarié qui serait totalement performant. Je crois qu'il y a là aussi une vraie réflexion à mener. Enfin, pour les personnes fragiles et dépendantes, eh bien, il faut développer de nouvelles structures d'accueil en révisant les prix de journée, tout simplement par la révision des normes dont je vous parlais tout à l'heure. Elles sont très souvent excessives et inadaptées. C'est le seul moyen de réviser les prix de journée et d'augmenter le nombre de places pour les personnes dépendantes, qu'il s'agisse des enfants, des adultes handicapés, qu'il s'agisse des personnes âgées. Il faut reconnaître aussi le statut d'aidant pour les membres des familles qui s'occupent d'une personne dépendante dans la famille. Il faut le reconnaître, le statut et la fonction d'aidant familial. Je crois qu'il faut également encourager, mais surtout professionnaliser les métiers de service à la personne, parce que notre société est une société vieillissante, on le sait, et que les services à la personne, c'est très certainement une des solutions pour le maintien à domicile. Mais pour cela, il faut garantir la solidité des personnes qui travaillent dans les foyers des gens dépendants, et notamment, il faut créer des instituts de formation pour les services à la personne. Alors voilà, pour tout ça, vous avez compris, bien sûr, ça n'est pas exhaustif, bien sûr, je serai amenée à travailler sur d'autres sujets. Mais cela, en tout cas, me tient à cœur et je voulais, devant vous, m'engager ce soir sur ces sujets. Vous dire aussi que, pour ça, je veux m'entourer. Parce qu'on a tous quelques compétences, et puis il y a des compétences que l'on n'a pas, bien sûr.
que l'on a un peu, et puis il y en a qu'on n'a pas du tout, et je crois qu'il faut avoir l'humilité de le savoir, et il faut aussi savoir s'entourer. Et je veux m'entourer de compétences complémentaires. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je voulais m'entourer du monde associatif, du tissu économique, parce que je crois que c'est là qu'on va chercher l'information. C'est vous qui me dites, c'est vous, madame, qui me dites, par exemple, comment les jeunes adultes handicapés dont vous avez la charge pourraient être mieux aidés ou mieux accompagnés. C'est toi, Michel, qui me dis combien les artisans du bâtiment sont en difficulté sur tel ou tel domaine. Et c'est ce retour-là qui est important, et c'est ce retour-là qu'il faut garder. Il faut rester une élue de terrain ou un élu de terrain. Il faut garder le contact avec les gens, et il faut s'enrichir et enrichir sa réflexion des propositions que vous faites, parce que vous avez l'expertise d'usage, là où certains ont l'expertise des livres de Sciences Po, de l'ENA ou de je ne sais où. Alors moi j'ai voulu m'entourer, et je vous ai réservé la primeur de l'annonce de la personne qui va m'accompagner à la fois dans cette élection et je l'espère au Parlement. Alors cette personne n'est pas élue, cette personne n'est pas particulièrement politique. Cette personne, vous ne la connaissez pas, elle est grassoise, elle réside à Péménade, mais son nom, vous le connaissez, son nom vous parlera, parce que son père est un grand professeur de chirurgie cardiologique, de chirurgie cardiaque, et il réside tout près de chez nous à Saint-Paul. Elle a fait des études de sciences politiques, elle a fait des études de relations internationales. Elle est née en 1960 comme moi, c'est vous dire qu'elle est toute jeune. Elle est aujourd'hui à Sophia Antipolis, responsable des affaires européennes et des partenariats à l'Institut européen des télécoms, à l'ETSI. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui connaissent l'ETSI. C'est une fille formidable qui est, alors qu'il est dans l'avion à l'entrée de Bruxelles, donc vous ne la verrez pas ce soir, mais vous la verrez bientôt, c'est promis. Elle s'appelle Margot Dor. Et je crois que ses compétences et son parcours international et son analyse économique me seront extrêmement précieuses. Et nous serons précieuses, vous serons précieuses, dans le contexte délicat qui est celui de la France et qui est celui de l'Europe et qui est celui du monde. Actuellement, je crois qu'il est important de savoir s'appuyer sur des gens qui ont des compétences que nous n'avons pas. Voilà. Alors voilà, je voulais simplement terminer sur ces mots, vous dire comme un clin d'œil que son arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de Margot Dor, était le député maire radical de Grasse, Antoine More. Mais ça, c'est tout à fait fortuit, c'est sympathique, mais c'est pas fait exprès. Voilà, nous ferons campagne ensemble dans les jours et les semaines qui viennent. Et je sais, parce que je vous connais bien, et puis parce que vous me connaissez un peu et que vous me faites confiance, eh bien je sais que vous allez très vite l'adopter. Vous la verrez. Vous avez compris, je suis candidate pour gagner. Je crois qu'en rassemblant les électeurs républicains qui veulent le renouveau, nous allons gagner. Pour contribuer au redressement de ce pays, et ce, quelle que soit la suite politique, parce que rien n'est joué, et que cette élection législative, c'est un troisième tour. Je ne veux pas d'un chèque en blanc à François Hollande et aux socialistes. Je ne veux pas non plus d'une opposition stérile, parce que je pense que ni notre pays, ni l'Europe, ni le monde ne peuvent se le permettre. En votant pour moi et pour Margot Dor, vous participerez, si vous le voulez, au renouveau dont la France et dont les Alpes-Maritimes ont, je crois, besoin. Voilà, je suis là pour rassembler, et cette élection est essentielle. Elle donnera au pays une majorité de gouvernement, ne l'oubliez pas. Il faut laisser aux électeurs le choix d'exprimer leur soutien à une politique de rassemblement en présentant des candidats qui incarnent cette volonté. C'est une constante de mon action et je m'y emploierai avec détermination. Bravo.